Frédéric est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et elle travaille à l'élaboration des avis et des prises de position d'Action Patrimoine depuis maintenant 2 ans. Elle est également responsable des activités de formation en patrimoine offertes par l'organisme. Alors, Frédéric, c'est à toi. Merci Samuel. Donnez-moi juste un instant, le temps que je partage mon écran. Voilà. L'écran. Tout est beau côté affichage de l'écran. Oui, c'est parfait, on te voit très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis bien contente d'ouvrir ce panel ce matin en compagnie de Mélanie et d'Étienne. Merci beaucoup à l'Alliance Ariane de l'invitation. On est bien content ici à Action Patrimoine d'être présent. Donc, la question que je voulais aborder aujourd'hui en commençant, c'est comment est-ce que la stratégie nationale de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires, comment est-ce que cette stratégie-là pourrait nous aider au Québec à mieux intégrer le patrimoine bâti et les paysages culturels qu'on oublie parfois, mais qui sont très importants dans l'aménagement du territoire. Donc, avant de commencer, je prendrai peut-être quelques instants là, pour présenter Action Patrimoine là, pour les gens dans la salle qui ne nous connaîtraient pas. Donc, rapidement, Action Patrimoine, on est un organisme privé à but non lucratif qui œuvre depuis 1975 à protéger, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. C'est une mission qu'on réalise à l'échelle nationale et qui s'effectue à travers différents volets. Là. Donc, le premier étant le volet formation, là, donc nos activités de formation auprès des élus, du personnel municipal pour sensibiliser vraiment à l'importance du patrimoine bâti. Puis notre autre volet qui est très important aussi, c'est plus celui des interventions. Là. Donc, beaucoup à travers nos prises de position. On fait d'ailleurs partie du comité là, qui a été mis sur pied par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation là, pour établir les priorités là, de la stratégie nationale de l'urbanisme et de l'aménagement. Je vais juste dire la stratégie, là, c'est un petit peu moins long d'y aller comme ça. Et à travers nos interventions, on a été amené à prendre position là, souvent sur des enjeux qui touchaient évidemment à la sauvegarde du patrimoine bâti, mais qui étaient toujours intimement reliés à l'aménagement du territoire. Puis ce qu'on constate à travers tout ça, c'est vraiment que ce sont deux domaines qui, malgré le fait qu'ils sont intrinsèquement liés. À l'heure actuelle, ils sont vraiment gérés de manière interdépendante et c'est une des principales raisons pour lesquelles la protection du patrimoine fonctionne, disons, plus ou moins bien ou une des raisons pour lesquelles on pourrait faire mieux, disons. Donc, d'un côté, on a évidemment le ministère de la Culture et des Communications, là, dont la mission est, entre autres, d'œuvrer à la protection du patrimoine bâti, qui va émettre des statuts de protection pour des bâtiments qu'on veut protéger ou encore offrir des programmes de subvention pour les municipalités, pour les aider à mieux protéger leur patrimoine. Donc, on a cet objectif-là du gouvernement d'un côté. D'un autre côté, on a le ministère des Affaires municipales qui, lui, administre la LAU, la Loi sur l'aménagement, l'urbanisme, qui offre des outils comme les PIIA, les programmes particuliers d'urbanisme qui sont extrêmement importants là, pour la protection du patrimoine. Donc, déjà là, on a deux ministères là, qui s'occupent un peu d'un même sujet. Puis, finalement, on a tous les autres ministères qui, eux, vont pousser leurs projets d'infrastructure, donc que ce soit des maisons des aînés, des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, des ponts, nommez-les. Puis, je pense que je ne vous apprendrai rien ce matin en disant que parfois, ces projets d'infrastructure-là sont un peu, se réalisent parfois en faisant fi de la planification locale existante ou même parfois, là, quand la planification locale existante ne fait pas partie intègre pas les préoccupations patrimoniales, bien là, à ce moment-là, ça devient vraiment difficile de prendre en compte ces préoccupations-là. Donc, par rapport à cet enjeu-là, c'est difficile de passer à côté de l'exemple de l'église Saint-Louis-de-France, là, pour vous situer, qui est une église moderne construite dans les années 60 à Sainte-Foy, dans le quartier, dans la ville de Québec.
Et c'est une église dont on a appris cet été l'acquisition par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui avait prévu de la démolir là, pour y ériger une maison des aînés. Donc, est-ce que il aurait été possible de faire une maison des aînés en conservant une église moderne? Écoutez, je ne suis pas ingénieure, je n'ai pas de formation par rapport à ça, mais j'ose croire que oui. Donc, on a un peu un manque de cohésion là, entre les différents objectifs des ministères à ce niveau-là. Peut-être un autre exemple d'incongruité que je pourrais soulever également, c'est par rapport à la fameuse saga là, du troisième lien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il soit question que ce soit un tunnel, il avait été proposé par le gouvernement qu'on ferait un pont qui passerait par la pointe de l'île d'Orléans. Évidemment, quand cette annonce-là est sortie, il y a eu beaucoup de protestations de la part des habitants de l'île d'Orléans qui voulaient préserver l'intégrité de leur lieu de résidence, mais aussi parce que l'île d'Orléans est un des 13 sites patrimoniaux qui sont déclarés par le gouvernement. Et un des principaux éléments qui fait en sorte que l'île d'Orléans a une aussi grande valeur, c'est sa valeur paysagère, qui comprend la protection des percées visuelles. Donc, d'avoir d'un côté un projet de pont qui justement viendrait affecter ces percées visuelles-là, et d'un autre côté, un ministère qui veut assurer la protection d'un site patrimonial qu'il juge d'une très grande importance. Il y a parfois un manque peut-être d'arrimage entre les différents objectifs qui pourraient se faire. Donc, c'est une de nos principales attentes, je vous dirais, chez Action Patrimoine, d'avoir que la stratégie nationale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, nous permette de se donner des outils pour améliorer cette communication-là interministérielle, puis de créer une meilleure cohésion là, entre les différents ministères dans la poursuite de leurs objectifs. Peut-être le deuxième élément là, que je voulais soulever aujourd'hui par rapport à nos attentes chez Action Patrimoine envers la stratégie, ce serait aussi le besoin qu'on puisse prendre en compte tous les effets de nos décisions, de nos actions en aménagement du territoire dans nos études d'impact, puis dans nos décisions en aménagement et en urbanisme. Puis c'est quelque chose qui est sorti énormément là, dans les laboratoires d'innovation auxquels on a pu participer dans les derniers mois. C'est le constat que dans nos grands projets, là, surtout dans le choix de la localisation des services publics, là, des infrastructures publiques, c'est comme si la seule question qu'on se posait à l'heure actuelle, c'est où est-ce que ça va coûter moins cher de construire, par exemple, ma maison des aînés ou, peu importe le bâtiment. Alors qu'il faudrait dépasser cette vision-là pour se poser aussi des questions comme est-ce que le fait de mettre ma maison des aînés en périphérie du centre-ville, ça va contribuer peut-être indirectement à dévitaliser, déstructurer mon artère principale parce qu'il va y avoir moins de monde qui va la fréquenter. Est-ce que le fait d'élargir une autoroute au centre-ville, ça pourrait avoir l'impact de fragiliser un cadre bâti qui est déjà qui est plus ancien, qui a quand même une valeur importante puis qui est déjà bien consolidé. Des questions comme ça qui vont au-delà là, du simple coût économique d'un projet, mais qui sont extrêmement importantes là, comme question puis qui est important de se poser. Donc, ce serait quelque chose qui serait important qu'on puisse intégrer dans la stratégie nationale de l'aménagement et de l'urbanisme. Disons, peut-être de contribuer à créer ce réflexe-là, de faire des études d'impact qui vont plus loin que le simple coût économique, puis aussi qui prennent en compte la valeur d'ensemble et à l'échelle du quartier, puis l'impact aussi là, à une échelle plus globale. Donc, j'ai vu le chat voler, s'animer. Est-ce que j'ai dépassé? Non, il te reste encore un bon 2 minutes. Un bon 2 minutes, OK, parfait. Donc, c'était ça les deux
nos deux attentes principales là, que je voulais soulever aujourd'hui. J'avais préparé un petit exemple peut-être pour illustrer un peu les conséquences, les effets collatéraux qu'on peut avoir quand notre planification, disons, ne prend pas en considération la notion d'ensemble. Donc ici, on a la maison Villeneuve-Renault, qui est pas très connue, mais en fait, c'est une maison qui est à Charlesbourg, qui a été construite en 1898 et qui est reconnue comme ayant une valeur patrimoniale supérieure par la Ville de Québec. Et pour vous situer, la maison, en fait, le terrain sur lequel elle se trouve a été acquis par la Ville de Québec, qui voulait construire là, sur ce terrain-là sa nouvelle caserne de police. Donc, suite à cette annonce-là, il y a eu certaines préoccupations citoyennes, notamment de la Société d'histoire, qui se sont demandé qu'est-ce qui allait advenir de cette maison-là. Finalement, on a su que la ville allait pas la démolir. On ne sait pas, par contre, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le projet. Par contre, le problème avec ça, c'est que, pour vous situer, là, on se trouve vraiment très près du Trait-Carré à Charlesbourg. Vous voyez ici en bleu là, deux photos avec le petit cercle bleu qui montre l'église Saint-Charles-Borromée, là, juste pour vous situer un peu par rapport au Trait-Carré. Puis en rouge, là, c'est la petite maison là, dont je parlais. Donc, finalement, le problème, c'est que oui, on a une maison qui a une valeur architecturale qui est intéressante, qui a une grande valeur d'âge aussi, qui est une maison centenaire, mais au fil des années, la planification puis les interventions qu'on a faites sur le territoire ont contribué à complètement l'enclaver de son contexte. Donc, on a complètement perdu la valeur contextuelle de la maison. Bon, pour vous situer, là, au nord, on a un parc industriel, là, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Québec. Au sud, on a le méga-centre, le Bourgneuf, là, quelque chose comme ça. Puis bon, vous voyez aussi à l'ouest là, tout le développement de banlieue qui s'est réalisé là. Donc, c'est un peu un risque là, qu'on court là, si on n'a pas une planification qui évalue pas ces impacts-là qui ne sont pas des effets économiques, là, mais qui sont vraiment des répercussions négatives là, sur la notion d'ensemble qui est vraiment importante au niveau du patrimoine bâti. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Je vais laisser la place à nos autres panélistes. Voilà, c'était tout pour ma présentation d'introduction.